Europe 1, il est 7h46, l'interview Vérité Thomas. Vous recevez ce matin Kamel Daoud. Il publie Mes indépendances, chronique 2010-2016. C'est chez Actes Sud. Une plume libre, un regard et des mots qui parfois dérangent, mais une voix que personne, pas même ceux qui ont prononcé une fatwa contre lui, n'ont réussi à faire taire. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Dans ce livre, vous nous permettez de retrouver 182 de vos chroniques publiées entre 2010 et 2016, 182 parmi plus de 2000. Quand vous relisez, que vous dites-vous du monde tel qu'il va, tel qu'il a évolué ces 6 dernières années ? Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des textes que j'ai écrits principalement en Algérie pour des Algériens, mais que je retrouve ici, qui sont d'actualité maintenant pour la France, pour l'Occident, pour beaucoup de pays, donc, face aux mêmes menaces, face aux mêmes interrogations, face aux mêmes problèmes. Oui, vous le dites, beaucoup de sujets d'actualité, voire de campagne chez nous, font écho à ce que vous écrivez, à commencer par la colonisation. La colonisation est un crime contre l'humanité, a dit Emmanuel Macron en Algérie la semaine dernière. Il a un peu rétro-pédalé samedi en meeting. A-t-il raison, selon vous, d'aller sur ces sujets-là, fort de votre expérience ? Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche un jour ou l'autre. Je pense que nous sommes des générations des indépendances, des décolonisations, et nous avons droit au présent. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on tranche et qu'on avance dans le présent pour construire un petit peu le futur. On a vraiment besoin de ressasser encore et toujours tout ça ? Ressasser, non. Je suis quelqu'un qui est partisan qu'on arrête. J'ai assez payé de ma vie personnellement sur cette histoire qui revient. Il est très difficile de se débarrasser des vétérans chez vous et chez nous. Et je pense que la France a droit de faire œuvre positive dans le présent au lieu de chercher combien on a fait de route en Algérie dans le passé. Et je pense que le fonds de commerce de la guerre de libération doit cesser. L'exploitation du fonds de commerce de la guerre de libération doit cesser en Algérie parce qu'on en est fatigué. En Algérie aussi. Et ce qui est intéressant sur le sujet, c'est que dans une de vos chroniques, peut-on encore oser demander des excuses à la France ? Vous êtes un peu à front renversé puisque vous dénoncez une forme d'hypocrisie de l'Algérie vis-à-vis de la France sur le sujet. Oui, quand on a des gens qui viennent chez vous, qui s'installent, qui se soignent, qui ont des biens, je trouve quand même assez osé de réclamer des excuses à la France par rapport à l'histoire. En même temps... Là, vous faisiez allusion en l'occurrence au président Bouteflika qui venait se faire soigner en France et vous expliquez qu'en fait, toutes les élites algériennes, pour l'éducation, pour les soins, etc., viennent en France et ne font pas confiance aux structures du pays. Exactement. Donc, pas uniquement Bouteflika, mais c'est une tendance générale. L'Algérie, c'est un passage quasi obligé pour tout candidat à la présidentielle chez nous. Macron, là, il est sincère quand il parle de la colonisation. Il fait du clientélisme électoral en envoyant peut-être un message aux jeunes Français issus de l'immigration. Comment vous entendez ça, vous ? Vous savez, c'est un politicien, c'est un candidat, donc je peux douter de sa sincérité, mais bon, en même temps, on accepte ce qu'il donne aussi. Donc, c'est à moi de vous reposer la question. Est-ce qu'il est sincère ou pas ? Vous le connaissez mieux que moi, peut-être, en France. Ça, c'est les électeurs qui jugeront. Ça sera le 23 avril pour le premier tour et le 7 mai pour le deuxième. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez des jeunes de nos banlieues prêts à s'enflammer au premier fait divers ? Ça se passe aussi ainsi en Algérie, vous savez, c'est le moindre prétexte, etc. Je pense qu'il y a malaise, je pense qu'il y a déficit d'institutions de médiation, je pense qu'il y a manque de leadership intellectuel ou culturel qui puisse exprimer le malaise de ces gens-là. Je pense qu'il y a manque de langage et de mots pour éviter la violence et passer par la médiation. Donc je pense qu'il y a malaise et qu'il faut qu'on trouve. Qui est responsable de ce manque, qui est responsable de ce malaise ? Ce sont ces jeunes qui ne savent pas parler, ce sont les adultes qui ne savent pas leur parler, ce sont les politiques qui ne savent pas les regarder ? Qui ? Je pense que vous avez fait le bilan là. La liste elle est longue. Donc je pense qu'il y a de tout ça. Donc il y a des mots qui manquent, des définitions qui manquent, un lien qui manque, des institutions qui manquent aussi. Comment les jeunes Algériens regardent les jeunes Français aujourd'hui ? Je pense que c'est assez difficile. La jeunesse en Algérie, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu majeur. D'abord, autant pour le régime qui essaie un petit peu d'immobiliser cette jeunesse par la distribution de la rente, autant pour les conservateurs et les islamistes qui essaient un petit peu de promouvoir une image d'une France contraire, d'une France anti-musulmane plutôt, d'une France des croisades, de la colonisation, etc. Donc tout le monde joue ce jeu-là pour garder la main sur cette jeunesse-là. Donc c'est un enjeu majeur. Et ce qui m'inquiète un petit peu en Algérie, c'est qu'il y a immobilité, il y a immobilisation, mais il y a aussi la construction d'un sentiment anti-français qu'on entretient et qui n'est pas très, très visible. Qu'on entretient, c'est-à-dire qui est entretenu par le régime ? Pas uniquement par le régime, je pense par des idéologies dominantes. C'est-à-dire quand on parle toujours de la France coloniale, quelque part, c'est qu'on ne veut pas faire le pas et passer à autre chose. L'idéologie dominante, ça peut être aussi les islamistes maintenant, aujourd'hui, dans les quartiers, dans ces quartiers en Algérie et peut-être dans certains de nos quartiers en France. Vous voyez une passerelle entre les deux, là, ou pas ? Mais bien sûr, mais les islamistes, maintenant, dans le monde, ils possèdent des satellites, des journaux, des médias, des chaînes satellitaires. Ils ont une force de frappe culturelle et idéologique très, très puissante. Donc, il ne s'agit pas uniquement de la banlieue française ou des villes en Algérie ou du monde rural en Algérie. Je pense qu'il s'agit de quelque chose d'international qui possède une force de frappe, des moyens et puis des réseaux, des extensions il faut être conscient de ça. Le politologue Rachid Benzine a une explication au repli communautaire en France, c'est-à-dire en une phrase, à défaut de pouvoir vivre ensemble, vivons entre nous.
C'est possible. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce que vous appelez le communautarisme ou l'identité, parce que je pense qu'on a le droit aussi d'apporter quelque chose au pays où on est né ou au pays où on arrive. C'est que lorsque l'expression de l'identité, de la communauté ou de la culture devient exclusivement confessionnelle. Et là, c'est dangereux. Et ça va dans les deux sens. Autant que ceux qui se replient vers l'islam pour exprimer une identité, autant que ceux qui cherchent une sorte d'identité dans la chrétienté fantasmée. Donc, c'est ça ce qui est inquiétant. C'est que lorsque l'identité, la communauté, le culturel, tout ce qui est multiforme s'exprime uniquement par le confessionnel. Dans nos banlieues, beaucoup de jeunes issus de l'immigration n'arrivent toujours pas à se sentir des Français comme les autres. Pourquoi, selon vous? On a l'impression que l'affaire Théo, par exemple, c'est un prétexte pour laisser exploser sa rage, que finalement, ça n'a plus grand-chose avec l'affaire du départ. Pourquoi? Je ne suis pas français, je ne vis pas en France, donc je ne peux pas vous répondre exactement, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une question qu'il faut se poser pour pouvoir dépasser ça en France. Exclusion peut-être, parce qu'on tourne le dos, parce qu'on n'a pas accès à, parce qu'il y a repli, peut-être parce que l'école ne fonctionne pas, peut-être qu'on leur apprend autre chose que ce qu'ils veulent aussi, ce qui leur est utile pour pouvoir fonder une... Peut-être qu'il vous faut redéfinir votre république ou votre vocation. C'est qu'est-ce qu'être français maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'être profondément? Je ne sais pas. Dans votre livre Mes indépendances, vous parlez également d'une étrange parenté entre le FN et le salafisme. Alors là, on peut dire ou penser ce qu'on veut du FN, mais le lien entre le Front National et le Front Islamique du Salut, il paraît pas complètement évident. Expliquez-nous. Pour moi, il s'agit de la même chose, qui se décline pas de la même façon dans le réel, mais en même temps, c'est toujours le fantasme de l'identité, de la souche. Salaf, ça veut dire ancêtre et souche, du repli sur le passé, la restauration du passé, d'un déficit, d'une pathologie de l'altérité, c'est-à-dire c'est toujours la faute de l'autre, c'est celui qui vient d'ailleurs, c'est celui qui est envahi. Donc on est là dans une sorte de restauration, de volonté, de fantasme de restauration du passé, de l'autrefois, de la terre perdue, du prestige perdu. Et je pense que c'est assez commun un petit peu à tous les intégrismes dans le monde. Je lis quelques mots de ceux que vous écrivez dans cette chronique, en l'occurrence celle du 31 mars 2015 et du 27 mai 2014. Populisme, bas niveau, des élus ramassés dans les marges pour meubler les listes, victoire par le vote sanction, discours sur la souche et le pur, vous en parliez. Le FN est comme les islamistes chez nous, bon en opposition, idiot en gouvernance. Il joue sur l'identité comme les salafistes sur l'islamité. Il y a un dernier point qui m'a interpellé, moi, dans votre livre, vous parlez du rapport de l'islam à la femme. Pourquoi les islamistes sont-ils tellement angoissés par les femmes ? J'avais écrit une chronique sur ça, et je peux répondre en 2-3 phrases si j'y arrive. La femme représente la vie, elle donne la vie, alors que eux, ils fantasment, ils rêvent de la mort. La femme est le corps, la femme est le dévoilement de leur humanité, de leur désir de l'humanité. C'est-à-dire, ils doivent passer par elle alors qu'ils veulent l'enjamber pour aller rencontrer Dieu. La femme, c'est la vie, alors que eux, ils rêvent de la mort. La femme, c'est le désir, alors que eux, ils rêvent de se débarrasser du corps et du désir. Donc, en même temps, la femme, c'est l'absolu contraire de C'est leur l'intégrisme. faiblesse, en fait, qu'ils voient en la femme, finalement ? Vous appelez ça faiblesse, moi j'appelle ça aussi leur humanité, je veux dire qu'ils essaient de nier. C'est vous qui appelez faiblesse, elle rappelle l'islamiste à sa faiblesse, c'est-à-dire le désir. Exactement. Merci beaucoup Kamel Daoud. Vous pensez que le salut viendra par les femmes ? Je le crois. Profondément, je le crois. Et ben voilà, une note positive pour terminer. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Votre livre Mes indépendances, chronique 2010-2016 est publié chez Actes Sud. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Bonne journée.